Bienvenue pour ce quatrième et dernier webinaire de l'année que nous organisons à Novatech INF4. Aujourd'hui, le thème l'ARE 2020, donc, qui va entrer en vigueur en janvier, pour le thème donc ACV, FDES, PEP, comment se préparer à la RE 2020. Donc pour cela, aujourd'hui, on aura 4 interventions. Donc une première de Manuel Barral, donc responsable marché chez Novatech INF4, qui vous présentera l'Institut pour la transition énergétique du bâtiment que nous sommes. Une deuxième de Martin Brouzin, donc ingénieur et chef de projet à Novatech INF4, qui travaille beaucoup sur le volet RE 2020 et ACV. Et puis 2 témoignages de Pierre Berthet pour l'entreprise Lamécole et de Sophie Kunz pour l'entreprise Sexo Habitat. Je te passe la parole, Manuel. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire aujourd'hui qui nous met déjà dans janvier 2022 l'application de la RE 2020 et je vais pour ma part vous présenter rapidement Novatech INF4. Novatech INF4 est un centre de recherche appliqué qui a été labellisé par l'État Institut de la transition énergétique et qui existe déjà depuis 2004. Son siège social est à Anglette et nous avons au jour d'aujourd'hui des agences et des gens qui travaillent sur différents secteurs au niveau national, autour de Bordeaux, de Rennes, de Paris et récemment sur Toulouse. Cet institut de la transition énergétique et environnementale est sous la forme d'une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, a un capital de 1 million d'euros et est composé de 65 salariés qui sont des architectes, des ingénieurs, des thésards. Ils travaillent dans les différents domaines et de la chaîne du bâtiment. Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur d'un écosystème large de l'innovation à travers un fonds de dotation qui est le Cercle Promo du INF4, dont le siège est sur Paris, puis des laboratoires de recherche, des centres technologiques, des startups, des pôles, des clusters, mais aussi, c'est important, un écosystème d'entreprises qui nous accompagnent au niveau régional et au niveau national. Nos activités sont autour de la recherche amont avec les universités, la recherche aval avec les entreprises, et nous réalisons aussi des opérations autour de l'accompagnement en maîtrise d'ouvrage, mais aussi des activités autour des bureaux d'études qui ont des spécificités et qui accompagnent notamment les architectes et les maîtres d'ouvrage dans la réalisation de leurs projets. Donc je passe la main maintenant à M. Bouzel qui va vous présenter le reste du contexte et les enjeux de la RE 2020. Merci Manuel pour Emeline pour l'introduction. Donc avant de passer aux 2 témoignages de 2 acteurs avec qui on a pu travailler sur des projets en lien avec cette thématique de la nouvelle réglementation environnementale, je vous propose donc de vous rappeler brièvement le contexte, les enjeux, les objectifs, la nouveauté majeure de cette nouvelle réglementation environnementale. L'idée de ce webinaire, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de la RE 2020 qui a été fait moult fois auparavant, mais finalement, à partir du contexte des objectifs, présenter donc les expertises de Novatech, qu'est-ce qu'on peut apporter à partir de la connaissance de cette nouvelle réglementation et qu'est-ce qui va amener à faire bouger un peu les projets, les différents acteurs de cette filière. Donc revenons sur le contexte. Donc, nous sommes dans une problématique d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, qui signifie que nous allons devoir donc nous mettre sur une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et finalement d'être capable de mesurer notre impact, mesurer nos émissions. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir les dernières conclusions présentées dans le dernier rapport du GIEC. Donc avec finalement des choses qui reviennent assez souvent, mais qui ont été validées et renforcées, avec donc un réchauffement climatique lié aux activités anthropiques, un réchauffement induit des changements rapides et qui sont multiples et visibles à l'échelle planétaire,
Donc, une augmentation de la fréquence, ça peut être l'intensité ou de la fréquence des épisodes caniculaires, des tempêtes, des pluies diluviennes, de la période glaciaire, des niveaux de la mer, etc. Et finalement, donc, pour limiter ce réchauffement climatique, l'idée, c'est donc de prendre des actions fortes et rapides sur cette réduction drastique des émissions et viser la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, c'est une notion qui a été abordée et signée par un certain nombre d'États au niveau des accords de Paris. Et donc au niveau national, tu peux passer, merci. Donc finalement, la France s'est engagée aux accords de Paris à atteindre cette neutralité carbone et contribuer à cet objectif planétaire en matérialisant cette volonté par la stratégie nationale bas carbone. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est la fiche de route et la planification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par activité sectorielle, que ce soit le transport, que ce soit le bâtiment notamment. Et donc l'idée, c'est d'allouer un budget maximal à chaque secteur et de manière dégressive, atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble des activités et des secteurs à l'échelle nationale. Donc, pour ce qui est du secteur du bâtiment, à l'heure actuelle, le bâtiment représente 46% des consommations énergétiques françaises et 19% des émissions de gaz à effet de serre associées à l'utilisation de cette énergie. Et cette stratégie nationale bas carbone pour le secteur du bâtiment, il est décliné en deux phases. Une première phase de 2021 à fin 2023, globalement, qui va être une première phase plutôt pédagogique, d'appropriation de la méthodologie et des enjeux. Et à partir de 2024, on va être sur un durcissement des exigences afin d'atteindre l'objectif tracé par la SNBC en 2030, qui est la réduction par moitié de ces émissions de gaz à effet de serre pour la filière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la SNBC. Et donc la réglementation environnementale, finalement, c'est la déclinaison opérationnelle de cette stratégie nationale bas carbone pour la filière du bâtiment neuf. Donc cette réglementation environnementale 2020, elle vient après un certain nombre de réglementations qui étaient uniquement thermiques, donc uniquement où l'objectif était quasi exclusivement sur la réduction des consommations énergétiques. Et la nouveauté de cette réglementation environnementale des bâtiments neufs, c'est finalement l'introduction d'indicateurs environnementaux en lien avec les objectifs de cette SNBC, et ça permet une approche et une évaluation de cette performance environnementale sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. On parle de l'ensemble de vie du bâtiment parce que ces anciennes réglementations thermiques, elles venaient évaluer finalement juste sur la phase d'exploitation ces consommations énergétiques, alors que là, on est sur un spectre total de cycle de vie et on vient prendre finalement l'ensemble des impacts et sur des thématiques différentes, que ce soit l'énergie, le confort ou la performance environnementale. Donc un petit point sur les objectifs principaux de cette RE 2020. Je vais vous les lister tels qu'ils sont écrits dans les textes officiels, et après on viendra un peu décrire les différentes thématiques. Donc les objectifs sont les suivants: donner la priorité à la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie, diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments, garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur et l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est les trois principaux objectifs. Et afin d'atteindre ces objectifs, cette RE 2020 fixe des exigences de résultats à partir d'indicateurs et des exigences de moyens à partir de démarches à mettre en place à la livraison de certains bâtiments. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà grosso modo les objectifs principaux de cette RE 2020. Un petit point sur le calendrier pour vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez déjà eu. En fait, cette réglementation environnementale, elle entre en vigueur de manière différente selon les typologies de bâtiments. Au 1er janvier, 1er janvier 2022, on sera sur les bâtiments à usage d'habitation. Donc là, on parle de maisons individuelles, logements collectifs. Au 1er juillet, on sera plutôt sur les bâtiments de bureaux, enseignement primaire, secondaire.
Au 1er janvier 2023, on sera sur les constructions temporaires, les extensions, les petites surfaces. Et enfin, premier semestre 2023, tout ce qui est haute typologie, donc gymnase, commerce, hôtel, gare, etc. Pour revenir sur les objectifs, finalement, on peut résumer les objectifs de la RE 2020 au triptyque énergie, confort, environnement. Sur la performance énergétique, on est sur une continuité et un durcissement des exigences et un renforcement des exigences sur ces indicateurs-là, avec finalement un renforcement des exigences sur l'enveloppe, sur les systèmes énergétiques. On va privilégier les énergies les moins carbonées, essayer de sortir des énergies fossiles et systématiser la chaleur renouvelable. Au niveau de l'indicateur du confort, donc tout ce qui est relatif à l'adaptation au changement climatique, on va améliorer la prise en compte du confort d'été qui n'était pas forcément bien pris en compte dans la dernière réglementation thermique. Et finalement, on vient avec un indicateur essayer d'avoir une meilleure prise en compte de cet usage et inciter l'utilisation de solutions passives et limiter tout ce qui est installation de systèmes donc de climatisation par un indicateur précis, nouveau dans cette réglementation. Et enfin, la nouveauté qui est l'évaluation de la performance environnementale de la construction neuve, avec pour 2 objectifs principaux de diminuer l'impact carbone de la construction et limiter les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des éléments introduits, mis en œuvre dans cette construction neuve. Donc, comme je vous le disais, on va se concentrer donc, dans ce webinaire sur ce volet performance environnementale, parce que finalement, ça rejoint les expertises que l'on peut proposer chez Nobatec INEF 4, et ça fait un lien direct avec 2 projets que nous avons pu réaliser et qui vont faire l'objet des 2 témoignages qui vont suivre. Donc sur ce volet performance environnementale, donc la RE 2020, c'est la première réglementation à introduire cette évaluation de la performance environnementale de la construction neuve en utilisant une méthode qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Cette volonté d'introduire la performance environnementale, elle est directement liée, comme je vous l'expliquais, avec la stratégie nationale bas carbone. Et finalement, il va y avoir une exigence sur l'impact sur le changement climatique des composants du bâtiment et des consommations d'énergie relatives dans ce bâtiment. Donc, l'outil utilisé, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et l'analyse de cycle de vie sera réalisée de manière obligatoire, c'est une exigence dans la RE 2020, pour les bâtiments neufs à l'entrée en vigueur de cette réglementation. Et donc, cette performance environnementale, elle se matérialise par 2 indicateurs réglementaires pour représenter l'impact sur le changement climatique de cette construction neuve. Donc, un impact sur plutôt le volet énergie, donc l'impact sur le réchauffement climatique des consommations énergétiques, et l'impact sur le réchauffement climatique des produits de construction et équipements et leur mise en œuvre. Voilà pour cette nouveauté. Je vous le disais, l'outil utilisé, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'est un terme que vous connaissez déjà peut-être, que vous allez entendre parler souvent parce que c'est une nouveauté, une exigence et une méthode d'évaluation qu'il y a à connaître. Donc, c'est quelque chose qui est normé, l'analyse de cycle de vie. C'est une méthode d'évaluation quantitative des impacts environnementaux potentiels et elle peut s'appliquer sur n'importe quel bien, service, entreprise, produit de construction, bâtiment ou quartier. Et en l'occurrence, dans la RE 2020, cet outil d'analyse de cycle de vie, cette méthode d'évaluation va être appliquée au bâtiment. Donc, vas-y Ameline, merci. Donc, on appelle ça l'ACV à l'échelle bâtiment. Donc, c'est celle qui est introduite dans la RE 2020. Elle se réalise de la manière suivante. On liste l'ensemble des quantités introduites, mises en œuvre dans le bâtiment, auquel on vient associer un facteur de renouvellement, qui peut être un facteur lié à la durée de vie du bâtiment, un facteur de pondération lié aux impacts environnementaux, etc. Et enfin, le plus important,
y associer une déclaration environnementale. Et donc, la multiplication de ces 3 éléments permet d'évaluer l'impact à l'échelle du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Et donc, l'ensemble du cycle de vie, c'est quelque chose qui est conventionnellement établi dans cette RE 2020, et la période d'étude de référence est de 50 ans. Et donc finalement, sur ces 50 années du bâtiment, on vient évaluer combien de kilogrammes de CO2 équivalent, ce qui est l'unité pour l'ACV bâtiment, pèse cette construction neuve. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'ACV bâtiment. Et donc je vous parlais des déclarations environnementales. Donc ces déclarations environnementales, elles ont un rôle majeur dans cette nouvelle méthode d'évaluation, car elles viennent alimenter le calcul à l'ACV bâtiment, et c'est à partir de ces données environnementales que l'on peut faire un bilan global de notre performance environnementale de notre bâtiment. Donc, ces données environnementales, elles se trouvent sur la base nationale de référence des déclarations environnementales et sanitaires, qui s'appelle la base IGNES. Et donc, sur cette base IGNES est référencé l'ensemble des déclarations environnementales, que ce soit des produits de matériaux de construction. Donc, on appelle ces fiches des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou l'acronyme FDES, que vous avez sûrement dû entendre. Pour tout ce qui est équipement et produits électroniques, on parle de PEP ou PEP, profil environnemental produit. Et donc ces éléments-là sont disponibles sur la base IGNES. Elles sont de différentes natures, elles peuvent être individuelles, donc spécifiques à un produit précis d'un industriel précis, ou collectives quand un ensemble d'industriels se regroupe, et une déclaration environnementale collective permet de couvrir plusieurs industriels. Et enfin, des données environnementales par défaut qui sont mises en ligne par le ministère et qui permettent de combler le manque de données actuelles sur cette base IGNES. Donc c'est à partir de ces fichiers environnementales qu'on appelle les fichiers environnementales à l'échelle produit qui permettent d'alimenter le calcul à l'échelle bâtiment. Donc on passe d'une échelle produit, en listant l'ensemble des produits, à une échelle bâtiment. C'est un peu la logique de cette méthode d'évaluation pour la performance environnementale. Donc, comme je vous le disais, l'échelle pour chaque produit, cet ACV est une méthode d'évaluation en découpage en étapes, c'est-à-dire que pour chaque produit, on vient renseigner les flux entrants et flux sortants de chaque étape de cycle de vie de ce produit ou du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, on va se concentrer sur les composants, les produits et composants du bâtiment. Et finalement, ces données environnementales, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles donnent la performance environnementale de chaque produit, et à l'intérieur de chaque produit sont déclinées en différentes étapes. Donc il y a une étape de production, une étape de mise en œuvre, une étape de vie en œuvre, une étape de déconstruction et fin de vie, et les potentiels bénéfices et valorisations du produit, que ce soit en recyclage, réutilisation, etc. Donc au niveau de ces différentes étapes sont évalués les impacts environnementaux, et l'ensemble de ces impacts environnementaux vont finalement indiquer une performance environnementale à l'échelle produit, puis ensuite, en alimentant ces différents éléments, on va avoir un résultat à l'échelle bâtiment pour répondre à ces deux indicateurs réglementaires. Donc pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, là ma présentation est terminée, et je vais donc passer la parole à Pierre Berthet de l'AMECOL, avec qui nous avons donc réalisé une FDES, donc une fiche environnementale que je vous décrivais auparavant, sur un produit. Donc Pierre, je te laisse la parole, présenter ton entreprise et le projet de FDES que nous avons réalisé dernièrement. Merci Martin. Alors je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Ouais. Bonjour à tous. D'abord, merci à Nobatech de nous avoir invités, l'AMECOL, à ce webinaire, et surtout merci de nous avoir accompagnés là, dans l'établissement de notre FDES spécifique au pain maritime, et même spécifique au pain des Landes. Donc je vais prendre quelques minutes là, pour vous présenter l'entreprise, son savoir-faire, et surtout pourquoi nous nous sommes engagés là, dans une création d'FDES sur le produit en pain des Landes.
Donc, tu peux passer la diapo, s'il te plaît, Emeline. Donc, tout d'abord, l'entreprise Lamécole. Donc, nous, on est basé à Canéjan, à côté de Bordeaux. On est fabricant de lamellés collés et d'ossature bois. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe DL, Deris La Fourcade, qui est un groupe familial de 650 personnes et qui regroupe plusieurs métiers. Donc parmi ces métiers-là, on en a 5 principaux qui sont la charpente métallique, les menuiseries aluminium, la couverture et des bâtiments clés en main. Et Lamécole, nous, parmi les 16 filiales que regroupe le groupe, on est la seule qui a une compétence bois. Notre rayonnement, donc, bien que basé à Bordeaux, on rayonne sur tout le sud-ouest et ça nous arrive ponctuellement d'intervenir sur des régions type nord de la France ou Paris. Le groupe au global fait 160 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est réparti voilà, sur les 16 filiales. Concernant plus précisément l'entreprise Lamécole, si tu peux passer, Emeline. Si. Plus précisément pour nous, donc on est sur une dizaine de millions de chiffre d'affaires. L'entreprise, elle a une bonne quarantaine d'années d'existence et on a intégré le groupe DL dans les années 2010, donc ça fait de là une dizaine d'années. Avant cela, on était principalement fabricant de lamellés collés. On a toujours gardé cette compétence et depuis 2010, on s'est orienté vraiment sur de la construction de bois au sens large. Ça peut être de l'ossature bois, ça peut être du bardage bois, ça peut être des panneaux en CLT. Sur les murs ossature bois, on a diverses casquettes. Ça peut être de l'isolation aussi en laine de verre, en paille, en biosourcé. Donc voilà, dès qu'il y a une compétence bois sur un projet, on essaye d'aller dessus. Concernant un peu nos capacités donc en production, on peut sortir 8000 m² de murs ossature bois à l'année. Concernant le lamellé collé, on est capable de faire donc 3000 m³ par an. Pour vous donner une petite idée, alors ça s'est même accentué par rapport au Covid, à la hausse des matériaux, etc. Mais avant la crise Covid, on avait quand même une production entre 70 et 80% de notre production de lamellé collé était uniquement fait sur des essences locales, principalement sur du pin des Landes. Et donc depuis, avec la hausse des matériaux, bien que les matériaux locaux ont augmenté, mais dans une moindre mesure par rapport aux matériaux des pays du Nord, on est à 100% sur de la production en pin des Landes. C'est en ça qu'on a trouvé judicieux de faire une FDES spécifique sur ce produit. Donc voilà. Je vais passer mine. Sur l'organisation de l'entreprise, donc ce que je vous disais, donc on était fabricant de lamellés collés. Donc en ce sens, on a un atelier de fabrication qui est aussi basé à Canéjan. On essaye de faire un projet de A à Z. Donc j'entends par là qu'on a un bureau d'études intégré qui calcule, qui dessine. On utilise particulièrement le logiciel CADWork. Une fois dessiné, une fois conçu, on envoie ça à l'atelier de fabrication. Les murs ossature bois sont aussi fabriqués chez nous. À la suite de ça, donc, sont transportés sur les chantiers toute notre production, et on a aussi en interne des équipes de pose et on a aussi des partenaires en levage sur toute la région. Et au global, on est une cinquantaine de salariés. L'entreprise elle a démarré à 5 salariés dans les années 70 et maintenant on est 50. Et on pense là avoir trouvé notre rythme de croisière. Vas-y, Mine. Donc du coup, pour préciser un peu plus, là, donc la FDES, nous, on l'a engagée sur le lamellé collé. Donc c'est une démarche qui a vraiment scruté toutes les étapes de la fabrication. Donc on avait avec Nobatech fait des échanges sur tout ce qui était au niveau du stock, sur la provenance des bois, là sur la photo par exemple on voit du tactage, tout ça c'est pris en compte dans la FDES. Tout ce qui est purge, tout ce qui est taux de chute, taux de perte.
Après, on y passait à l'aboutage, on a scruté le grammage de colle, les temps passés, etc., l'énergie des machines. Voilà, donc tout ça au long de la chaîne. Donc on y voit le collage, après on place ça dans des moules, on les laisse sécher, on rabote le tout. Tout ça, c'est pareil, voilà, encore une fois, ça a des consommations d'énergie, tout ça, ça a été quantifié et retranscrit dans la FDES. Même pour tout ce qui est taille de charpente, que ce soit manuel, tout ce qui est dépense d'énergie pour des outils électroportatifs, ou alors pour des... On a 2 commandes numériques, celles-là aussi ont été examinées. Tout ce qui est rendement sur les vernis ou les traitements qu'on peut y mettre sur les bois, les traitements normatifs pour les termites, les champignons. Donc voilà, même une fois sorti de l'usine, on a regardé les transports. L'autre intérêt aussi de mettre une FDES spécifique au Pin des Landes, c'est comme c'est une essence locale, on est aussi fortement impliqué pour les mettre sur des projets locaux. C'est en ça que ça a plus de sens. On ne va pas mettre une essence locale, j'entends par le Pin des Landes, aller le mettre dans le nord de la France, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux si on raisonne environnement. Donc voilà, en fait, nous, on est basé à Bordeaux et nos principaux chantiers sont dans la Gironde, ce qui fait qu'il y a une réduction des transports. Les scieries sont locales, une centaine de kilomètres, les chantiers sont locaux, une centaine de kilomètres aussi. Et au final, on en parlera peut-être un petit peu après sur des questions-réponses, mais le transport a un énorme impact sur le CO2 absorbé par le bois mis en œuvre. Si tu peux passer, Emeline. Voilà, donc ça c'est petit aparté aussi sur une de nos compétences. Donc on a mis en place une FDES sur du lamellé-collé en Pin des Landes. Après, pourquoi pas étendre la chose sur de la fabrication de murs. On y fait de la paille, par exemple. C'est pareil, au niveau impact carbone, la paille, en fait, c'est énorme. C'est juste que pour le moment, il y a pas de, comment dire, de FDES ou de données environnementales spécifiques pour prendre impact la chose. Alors, il y a des données génériques qui sont déjà très, très largement, très, très positives, notamment sur la paille. Mais voilà, c'est peut-être une réflexion que nous allons avoir par la suite. Voilà, c'était un peu pour dire aussi qu'on faisait des murs ossature bois. Et après, sur la slide d'après, voilà. Donc là, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi on a fait cette FDES, qu'est-ce qu'on en a retiré, les avantages, les inconvénients. Alors, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais voilà, du coup, on vous a fait un petit graphe. Pourquoi on est rentré dans cette FDES? Ça fait un petit moment, peut-être 2-3 ans, où on réalise des projets publics, alors c'est principalement public, où voilà, l'impact environnemental est fortement scruté, et où on a dû mettre en place des produits, ça peut être du bois, ça peut être de l'isolant, ça peut être des panneaux, où on nous demandait ces fameuses FDES, donc, les impacts carbone que pouvaient avoir les matériaux, et on se rendait compte que sur certains produits spécifiques, il n'y en avait pas. Et on était obligé de prendre des fiches génériques. Alors elles ont le mérite d'être là, ces fiches, mais elles restent quand même, elles prennent pas de risque. Ces fiches en termes de données, en termes de valeur. Je vais donner un exemple. On avait fait un collège qui était en E3C2. Les FDES étaient demandés, c'était décrit de la fibre de bois d'une telle épaisseur, ça devait être 18 cm. Mais il n'y avait pas à l'époque de FDES spécifique pour ce produit-là en 18 cm. Il fallait donc prendre la FDES générique sur du 200. Donc en fait, on se pénalisait. Et en fait, ça a été aberrant dans le sens où on a dû changer, pour respecter ce critère environnemental-là, on avait dû changer de type d'isolant. On a dû prendre de la laine de verre. Alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas. On sent bien que la fibre de bois est quand même plus environnementale, mais la profession n'était pas encore armée avec de bonnes données, de bonnes valeurs, et du coup on a dû mettre de la FDES où les gros fabricants avaient les moyens, parce qu'une FDES c'est pas, ça a quand même un coût, qui avait des moyens de faire des fiches spécifiques pour chaque type de produit, chaque type d'épaisseur avec chaque type de matériau, et on en est venu du coup à mettre une laine de verre. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, mais on utilise un matériau local depuis un petit moment, on le fabrique, on le transforme,
on le met en œuvre, ça serait quand même plus judicieux de mettre une FDES. Alors, on sentait qu'il y avait quand même un apport, on sentait qu'il y avait un potentiel sur le carbone qu'on allait pouvoir fixer. Et au final, quand on regarde le graphe, donc nous, on est tout à gauche en rouge, on a un impact carbone qui est quand même très, très limité et qui est quand même plutôt favorable par rapport à des FDES génériques qu'on voit tout de suite à droite. Il y a aussi d'autres fabricants qui ont pris cette initiative-là de mettre en place des FDES, et c'est tout à leur mérite. Ce qui a été intéressant aussi, nous, quand on a fait cette FDES, c'est qu'on se rend vraiment compte que donc la FDES, elle est faite pour 1 mètre cube de matériaux mis en œuvre. Et on se rend vraiment compte des choses, en fait. La quantité d'énergie qu'il faut, donc ça peut passer par les chariots élévateurs, les machines. En fait, concrètement, on se rend compte que pour fabriquer 1 mètre cube, il faut par exemple 10 litres de fuel pour faire 1 mètre cube. Alors on se dit, punaise, c'est aberrant. Ou alors il y a tant de litres de fuel pour le poser, parce qu'il faut une grue, il faut des engins, il faut les transports. Et en fait, on se rend compte que sur la donnée qu'on en a sortie, donc le 37 kg de CO2 par mètre cube, en fait, on a un axe d'amélioration énorme, parce que notamment sur la consommation de nos engins, où on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout ça, ça a un impact, et ça nous a donné des idées futures sur des investissements pour le chauffage, par exemple, ou des choses comme ça. Donc la démarche nous a été favorable dans le sens où on a sorti un produit qui a un impact quand même positif. Et nous, derrière, en termes d'amélioration, ça va nous donner des pistes d'investissement ou de projets futurs. Voilà, après, sur l'organisation, comment ça s'est passé, si c'est en termes de délai, ça a pris à peu près 8 mois. En gros, entre le moment où on a contacté Nobatech avec tous les échanges. Cette FDES-là, c'est pareil, elle doit être contrôlée par un organisme indépendant. Donc, nous, on a fait appel au FCBA. Qui la valide derrière, et en gros, ouais, tout est pour tout. Sur la publication sur le site Ignes, ça a duré 8 mois. Et pendant ces 8 mois, c'était des échanges permanents sur des valeurs qui pouvaient paraître aberrantes. Parce que voilà, Nobatech, lui, nous a accompagnés. Il avait des retours d'expérience. On sortait des données, on s'en rendait pas forcément compte. Est-ce que c'était juste, pas juste? Donc, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et bon, au final, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. On n'a pas eu 36 000 allers-retours. Donc, c'est que le travail a vraiment été bien fait. Et au final, ça a payé. On a un produit qui est vraiment plus que satisfaisant à nos yeux. Alors après, il y a toujours mieux. Il faudra atteindre le zéro, évidemment. Zéro qui est peut-être atteignable d'ailleurs si Martin veut en reparler par rapport au module D. Voilà, toutes ces choses-là. Après, bon, c'est Martin qui est plus spécifique à la FDES. Voilà. Merci Pierre pour donc, le témoignage. Et juste pour rebondir sur la mission dans laquelle j'ai pu intervenir aussi, on ne se rend pas forcément compte quand on ouvre une FDES, mais c'est un vrai travail. Et puis le fait d'avoir pu visiter leurs locaux, leur chaîne de fabrication, se rapprocher finalement au plus près de la production de l'élément, ça a permis quand même d'intégrer, de chercher des pistes d'amélioration, d'aller au plus près de la donnée réelle consommée sur ce produit-là. Et finalement, le résultat le montre, mais comme le disait Pierre, il y a aussi des leviers d'optimisation, des leviers d'action, et il mentionnait le module D, donc c'est les bénéfices et valorisation au-delà du cycle de vie. Donc finalement, quel va être le potentiel de valorisation de ce produit en pain maritime, et il y a différentes pistes pour que ça soit finalement dans des filières de réutilisation pour d'autres types de produits, etc. Et tous ces éléments-là, s'ils sont quantifiés, évalués au plus près, ils permettent finalement au produit d'avoir un impact sur l'indicateur réchauffement climatique qui est de plus en plus performant. Donc, juste pour ajouter que Pierre mentionnait qu'une FDES doit être vérifiée. Donc, en fait, il y a l'organisme qui produit cette FDES. Donc là, en l'occurrence, c'était Nobatech INEF4. Et Pierre mentionnait le FCBA, qui est l'organisme qui a vérifié cette FDES.
pour voir s'il y a des potentielles erreurs dans la méthode, des oublis, etc. Et ça, c'est vrai pour toutes les FDES qui sont disponibles sur cette base Ignes. Et petit aparté pour dire que chez nous, Pyrène Larrey-Lassalle est également vérificatrice de FDES et on a également cette compétence chez nous. Donc merci Pierre pour cette présentation et ce témoignage. Et donc là, on a vu qu'on était à l'échelle ACV produit. Donc c'est ces ACV produits et ces fiches réalisées qui permettent d'alimenter le calcul global obligatoire dans cette future réglementation environnementale. Et on parle d'ACV bâtiment quand on a une échelle avec un résultat plus global et ces deux indicateurs réglementaires. Et c'est en ça que Nobatec INEF4 aussi réalise des ACV bâtiments, donc en venant compiler l'ensemble des éléments mis en œuvre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est donc l'objet de ce deuxième témoignage de Sexo Habitat, de Sophie, qui vient évoquer finalement les missions qui ont pu être mises en place sur justement comment traiter cette réglementation environnementale à une échelle un peu plus globale et pour un domaine qui est cher à Sexo Habitat. Sophie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Sophie Kuhn, j'ai le plaisir donc, de diriger le service marketing et communication de Sexo Habitat et j'ai également le plaisir donc, de collaborer, j'ai envie de dire le mot collaborer avec Nobatec INEF4 depuis mon arrivée moi en 2019. Je vais vous présenter déjà peut-être le groupe Sexo Habitat, un groupe donc, qui a été créé en 2001 par Philippe Sexo, donc c'est bien le nom de famille du président qui est utilisé dans la marque. Philippe Sexo avait à cœur de promouvoir, l'idée de départ c'était de faire des logements accessibles et adaptés à chacun dans son territoire, c'est-à-dire au départ les Landes, parce que le groupe a été créé il y a 20 ans à Saint-Vincent-de-Tyrosse, puis c'est agrandi sur le Pays Basque et après tout, j'ai envie de dire, l'arc atlantique, parce que maintenant on se déploie depuis la Bretagne jusqu'à Bretagne, Vendée, Charente-Maritime, Gironde. On a fait un peu de Toulouse, on n'y va plus en ce moment, et jusqu'à l'Île-de-France. Voilà, Sexo Habitat, on travaille en collaboration avec les collectivités locales et institutionnelles, voilà, afin de proposer des produits variés qui répondent aux besoins des territoires et très important aux habitants en respectant un maximum l'environnement. On est plutôt positionné sur des réalisations à taille humaine. On fait beaucoup de réalisations, même d'une quinzaine de logements, ce qui nous différencie quand même beaucoup j'ai envie de dire, des promoteurs nationaux qui, eux, font plutôt des opérations plus importantes. Notre engagement en faveur de l'environnement, il s'est fait tout naturellement. Est-ce que c'est parce qu'on a des origines peut-être landaises, comme le pain landais, je rebondis sur la présentation précédente, mais c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur et qui fait essence du groupe depuis le départ. Je crois que la première résidence qui avait été créée il y a 20 ans à Saint-Vincent-de-Tyrosse, on était déjà sur des logements traversant ce que la RE 2020 justement recommande vivement. Pourquoi suivre la formation d'ARE en fait 2020 avec Nobatec? Nous en fait on travaille avec Nobatec depuis 2004, donc pour construire un maximum de logements respectueux de l'environnement. Donc c'est tout naturellement vers eux que je me suis tournée quand on m'a demandé de regarder ce qu'on pouvait faire pour sensibiliser les collaborateurs à la RE 2020 avant qu'elle arrive. Donc j'ai déjà organisé un premier atelier en juin pour voir en fait comment ça allait être perçu de manière complètement... j'ai demandé aux gens qui c'est qui voulait s'inscrire à cette formation et j'ai été déjà très agréablement surprise parce que je pensais très clairement qu'il y allait y avoir des gens de la conception et du programme. Et en fait, j'ai eu beaucoup plus de demandes que ça, c'est-à-dire que j'ai eu naturellement service conception, programme, mais j'ai eu également les commerciaux et les services clients. Autant vous dire quand même beaucoup d'acteurs de la promotion immobilière qui ont manifesté un intérêt, ce qui m'a amené d'ailleurs à réorganiser un deuxième atelier
en septembre pour que vraiment l'ensemble des collaborateurs puissent avoir cette formation. Ce qui déjà j'ai eu moi de très bons retours des collaborateurs dans la mesure où ils ont trouvé que la pédagogie était assez claire, bien que la RE 2020 soit pas, comment dire, de prime abord, quand on n'est pas spécialiste, on pourrait se dire que c'est compliqué. Et en fait, voilà, il y a vraiment une pédagogie simple pour amener tous les types de publics différents à la comprendre et l'intégrer, avec une remise de support à la fin pour compléter l'apport de la présentation. Après, voilà, ce que je tenais à dire, c'est que voilà, au-delà des formations sur la RE 2020, on a eu envie de faire ça parce qu'on a vraiment, comment dire, cette démarche environnementale qui est importante pour le groupe. On a des actions concrètes que nous faisons sur nos réalisations et qui sont parfois donc des choses qui sont demandées, majoritairement demandées maintenant sur la RE 2020. On a une insertion, par exemple, des projets qui tient compte de la topographie existante et qui privilégie une implantation qui permet de réserver les plantations existantes. La réutilisation au maximum de matériaux existants lors de démolition. Ça peut être des cheminements qu'on va casser et réutiliser. L'utilisation aussi de matériaux écologiques comme le béton de chanvre sur la résidence des Maroquiniers à Bègles, le béton de chaux pour les cheminements piétons à Dax sur la Villa Borda, la création d'un jardin partagé sur terre d'Embrun à Vaux-sur-Mer dans la Charente-Maritime, création de noues paysagères favorisant un traitement naturel des eaux pluviales qu'on a pu faire sur la clairière des pêcheurs à Andernos et le domaine de la Chénée à Saint-Paul-les-Dax. Ce qui m'amène, quand je vous parle de la clairière des pêcheurs à Andernos, ce qui m'amène à dire que voilà, on collabore également avec Nobatec quand il s'agit de travailler sur des écoquartiers. On travaille d'ailleurs actuellement aussi sur un écoquartier dans une ville des Landes, que je me réserve le nom de dire avant de... Voilà, je préfère attendre d'avoir le permis de construire qui soit délivré et qui nous accompagne vraiment. Donc là, on est au-delà de la RE 2020 sur vraiment des caractéristiques très précises que présente voilà, la demande des villes sur de l'écoquartier. On travaille également la végétalisation des toitures pour permettre de recueillir les eaux de pluie, qui est aussi une chose qui est encouragée par la RE 2020, et l'utilisation de l'énergie solaire quand cela est possible. Voilà pourquoi donc, cette formation, donc, pour vraiment anticiper sur la RE 2020. Et ce qu'on fait également, c'est qu'actuellement, on rencontre des prestataires qui proposent des matériaux biosourcés et on recherche en fait toutes les méthodes qui nous permettent également de se rapprocher du bas carbone qui nous est demandé pour l'année prochaine. Au-delà des formations après sur la RE 2020, ce qu'on fait en interne ici, c'est qu'on sollicite en fait nos collaborateurs sur l'éco-conception des projets par le biais d'un questionnaire qu'on a établi sur, par exemple, sur un prochain projet à Dax, où on demande aux collaborateurs qu'est-ce qui leur semble important en termes d'environnement, tout en ayant, très préparé, le questionnaire revalidé avec Nobatec qui nous accompagne sur ces questions. On organise également des événements groupes qui sont tournés vers l'environnement. Je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais on a organisé dernièrement une initiative aussi Océane avec Surfrider pour ramasser les déchets sur la plage. Et je ne vous cache pas qu'au départ, j'étais quand même un peu... j'étais curieuse de savoir comment ça serait pris par les collaborateurs parce que d'emblée, tout le monde est, favorable à des actions environnementales. J'avais déjà fait une enquête en interne, donc je sais que là où les collaborateurs ont le plus de,
velléité à s'investir, c'est quand même sur les projets immobiliers, mais j'ai été extrêmement, très agréablement surprise aussi du déroulé de l'initiative Océane, où vraiment on a senti tous les collaborateurs extrêmement impliqués et heureux de remonter les manches pour pouvoir préserver le littoral qui, soit dit en passant, fait quand même toute la richesse de l'arc atlantique et de notre activité de promotion immobilière. Et je trouvais ça normal qu'on aille, au travers d'une initiative Océane, aussi remercier les éléments de contribuer à la beauté et la richesse de tout l'arc atlantique. Ce qu'on a également fait dans cet esprit-là, c'est ajouter dans le guide de livret d'accueil des pratiques de gestes verts qu'on demande aux collaborateurs de tenir dans son quotidien. Enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je suis vraiment heureuse de collaborer avec Nobadek INF4. Au-delà de la formation RE 2020, je pense que c'est vraiment la possibilité d'avoir une équipe à l'écoute et d'échanger sur tous les sujets environnementaux au-delà de la transition énergétique des bâtiments. Et voilà, je tenais à remercier aussi tous les collaborateurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais avec lesquels on a l'opportunité d'échanger et de travailler sur même des nouveaux projets comme une labellisation interne peut-être sur la partie environnementale. Donc je penserai à une pensée pour Frédéric et Fabien qui nous accompagnent peut-être pas quotidiennement, mais très souvent sur tous les projets. Donc un grand merci à tous du webinaire. C'était mon premier webinaire et je sais que je parle vite. Je m'en excuse un peu. Voilà. Eh bien, merci Sophie. Et c'est vrai que tu avais raison de me préciser que sur ce webinaire, la RE 2020 était le fil rouge, mais l'activité et les projets qu'on peut avoir avec Sexo Habitat, bien évidemment, au-delà d'une simple exigence, que ça soit réglementaire, RE 2020, et ça va sur des projets qui peuvent être aussi à des différentes échelles, comme tu le précisais, à des échelles quartiers, etc., sur des thématiques qui ne sont pas uniquement ciblées sur le carbone, effectivement. Donc, merci pour ce témoignage, et puis donc, pour ces deux témoignages, pardon, parce qu'on voit bien que finalement, des projets liés à la RE 2020 s'appliquent à différentes échelles. Et donc, on était sur une échelle plus produit avec un projet avec un industriel type Lamécole sur la réalisation d'une donnée, donc quelque chose d'assez précis, spécifique, et qui est nécessaire pour alimenter le calcul réglementaire, voire des calculs au-delà de la RE 2020. Et ce deuxième témoignage sur finalement, pour les acteurs de la filière, quels vont être les évolutions, les anticipations qu'a pu décrire Sophie chez Sexo, pour un certain nombre de formations qui ont été mises en place en collaboration avec Nobatech. Donc, cette échelle un peu plus globale, on passe de l'échelle bâtiment à une échelle encore plus globale, quartier, etc. Et donc, c'est ces deux échelles que chez Nobatech, on va essayer de mettre en place et de proposer dans nos offres. Donc, Emeline, je te propose de passer à la slide suivante, qui est finalement le résumé de ce que je viens de dire, et de préciser que chez Nobatech INF4, à l'échelle produit, donc, et à partir du témoignage de Pierre, ça vient bien résumer l'offre que l'on a de la réalisation de déclarations environnementales, donc, et de missions d'éco-conception sur des produits de construction. On a également la compétence de vérification des déclarations environnementales avec Pyrène. Et sur une échelle bâtiment, de manière assez générique dans la description, on intervient sur des accompagnements d'acteurs, de projets, donc soit des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, privées ou publiques,
afin de répondre aux exigences de la RE 2020. Donc ça, c'est le thème aujourd'hui, mais bien évidemment au-delà sur différentes missions d'éco-conception, d'éco-quartier, etc., sur des problématiques plus globales de transition énergétique et environnementale de la filière du bâtiment. Je ne sais pas si Manuel, tu veux préciser, non, ou Emeline, je ne sais pas si tu veux préciser le propos et les offres disponibles, mais voilà, globalement l'accompagnement des acteurs à la RE 2020 que Nobatec INF4 peut proposer. Emeline, je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, je peux préciser rapidement. Effectivement, Manuel a dit, donc je vais prendre la parole 5 minutes pour avoir le micro. Pardon. Sur la nouvelle F4, on a à cœur d'accompagner vraiment de A à Z, donc sur l'ensemble du cycle de vie finalement de vos idées et de vos projets. Que ce soit en vous intégrant dans des projets de recherche amont, aval, pour aller d'un TRL très bas à la mise sur le marché, ou alors des accompagnements de projets de construction ou de rénovation plus globalement, ou un accompagnement à maîtrise d'ouvrage, comme je disais Marc. Donc pour tout ça, faut surtout pas hésiter à nous contacter. On a des offres qui sont assez globales. Notre site web est assez bien. Vous avez des questions et je suis ravie de programmer un petit échange téléphonique d'un quart d'heure pour vous présenter les offres de thèse si vous souhaitez plus loin. Tu veux peut-être reboucler sur... L'idée de ce webinaire, c'était... Oui, pardon. Je disais que l'idée de ce webinaire, c'était pas forcément de présenter de manière exhaustive et technique la nouvelle réglementation environnementale. On a vu à partir de 2 témoignages quelle pouvait être finalement l'implication et les conséquences de cette nouvelle réglementation pour les acteurs de la filière, donc que ce soit industriels, promoteurs en l'occurrence aujourd'hui, mais bien plus large sur les autres acteurs de la filière. Donc, on voit bien qu'il y a une notion d'échelle et que finalement, cette réglementation, elle a besoin de l'ensemble des acteurs pour pouvoir à la fois répondre dans un premier temps à la réglementation, mais aller bien au-delà pour certaines autres missions d'éco-conception et des problématiques liées à la transition énergétique et environnementale. Et je vous invite à nous poser des questions si vous en avez, à poser des questions aux intervenants, en l'occurrence Sophie ou Pierre, et on peut prendre un peu de temps d'échange en cette fin de webinaire. Donc je ne sais pas si il y a des... J'allais dire, j'ai dans le chat. N'hésitez pas à réagir Ouais, pour les personnes qui sont en ligne. pour poser vos questions, que ce soit à Marc sur la méthodologie, à Pierre sur la réalisation du DES ou sur l'accompagnement RE, ou même plus sur leurs activités. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie à tous pour votre attention, à votre présence ce matin. N'hésitez surtout pas à garder contact avec nous. Je vous ai mis nos adresses mail pour nous poser vos questions ultérieurement, pour poursuivre les échanges. Et voilà, merci encore à Sophie et à Pierre pour leur intervention et leur témoignage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.